Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les textes mêmes d'Arthur Conan Doyle, là où, en marge d'un dialogue ou d'un souvenir, surgissent parfois des noms, des navires, des allusions si énigmatiques qu'elles semblent porter, à elles seules, le poids d'un récit entier. Ainsi, dans Le Vampire du Sussex, Holmes prononce une phrase restée célèbre. Matilda Brinks n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra. Une histoire que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Puis, il n'ajoute rien. Ce silence, révélé dans mes notes à l'époque, allait pourtant résonner en moi comme une énigme suspendue. Quel mystère pouvait donc demeurer trop dérangeant, trop périlleux, ou trop obscur pour être publié du vivant de ses protagonistes? Et surtout, qu'était-ce que ce rat de Sumatra? Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ces éclats suspendus, ces amorces de récits que l'on devine vastes mais dont il ne reste que les contours. C'est en tant que créateur de contenu, fidèle au canon, que j'ai voulu explorer ce que Conan Doyle lui-même a laissé volontairement dans l'ombre. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires, une reconstitution scrupuleuse, fondée sur les indices épars, les textes d'époque et la voix même de Watson lorsqu'il laissa entrevoir ce qu'il avait retrouvé après la retraite de Holmes. Une affaire inquiétante, portuaire, presque indicible, mais rigoureusement holmésienne. Aujourd'hui, notre récit s'intitule « Le rat géant de Sumatra ». Lorsque, au printemps de 1896, Sherlock Holmes reçut une lettre à l'entête de la maison Morrison & Dodd, je me trouvais à ses côtés dans notre salon de Baker Street. L'affaire en question allait devenir plus tard l'aventure du vampire du Sussex, dont j'ai relaté les étranges détails. Tandis qu'il achevait la lecture, Holmes resta debout un instant devant la cheminée, le dos légèrement voûté, les yeux fixés sur les flammes. Puis, presque pour lui-même, il souffla. « Matilda Brinks n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra. Une affaire que le monde n'est pas encore prêt à entendre. » Je me souviens lui avoir jeté un regard intrigué, mais il n'ajouta rien. Son silence me parut alors de ceux qu'on ne rompt pas. Je ne compris la portée de cette confidence qu'une décennie plus tard, peu après son installation définitive dans le Sussex. En 1904, lorsque Sherlock Holmes quitta définitivement Baker Street pour se retirer dans sa villa de Fulworth, dans le Sussex, il me revint la tâche de trier ce qu'il avait laissé derrière lui. En inspectant le contenu d'une armoire basse, je tombai sur une boîte de fer blanc cabossée, sans serrure, étiquetée simplement M. B. Les notes de Holmes, découvertes dans cette boîte de fer blanc, étaient d'une sécheresse clinique, précise, mais souvent elliptique, comme dictée à l'usage exclusif de son propre esprit. Il m'a donc semblé légitime, en les reconstituant, de les réagencer en récit, de les étoffer parfois, dans l'espoir d'offrir au lecteur une suite intelligible et fidèle de cette sombre affaire. Ce que vous lirez n'est pas l'invention d'un romancier, mais le fil reconstruit d'une enquête bien réelle, dont le monde, selon Holmes, n'était pas encore prêt à entendre la vérité. Elle contenait une liasse désordonnée de feuillets annotés, quelques coupures de presse pliées avec soin, un témoignage manuscrit d'une main maladive, et plusieurs fragments de notes écrites de sa main sèche et régulière. Le tout exhalait cette odeur de suie, d'encre et de tabac froid, caractéristique de ses archives les plus anciennes. C'est à partir de ces pièces
retrouvé entre deux études sur les poisons végétaux, que j'ai pu reconstituer l'affaire. L'affaire remonte au mois de mars 1884, période où je ne me trouvais ni à Londres, ni en contact direct avec Holmes. Un appel pressant de ma famille m'avait conduit sur la côte ouest des États-Unis, où je m'efforçais d'assister mon frère aîné, dont l'état de santé suscitait alors les plus vives inquiétudes. Par ailleurs, je tentais avec un succès tout relatif d'ouvrir un cabinet médical à San Francisco. Holmes, durant mon absence, vécut seul à Baker Street. J'ai retrouvé dans ses carnets plusieurs mentions laconiques, rédigées au crayon, qui trahissent un état d'ennui profond. Dans ses notes, Holmes évoque un mars 1884 particulièrement morose. Il note « Vent stagnant, bruine persistante se glissant à travers les vitres. 3 expériences infructueuses sur les hydrocarbures. Sans résultat probant, silence assourdissant. Le kérosène se révélant d'une qualité médiocre. Aucun courrier d'importance. L'ennui s'immisce, froid et implacable. » Il me semble, à la lecture de ces lignes, pouvoir imaginer sans trop m'égarer l'atmosphère qui régnait alors dans notre ancien salon. Rideaux alourdis de pluie, réverbères encore allumés en pleine matinée, bois du parquet grinçant sous les semelles mouillées. Le feu, dans la cheminée, devait avoir peine à lutter contre l'humidité, et la théière, abandonnée sur le plateau, exhalait une vapeur tiède et sans force. Le tic-tac régulier de la pendule, posé entre un traité sur les cendres de cigares et un catalogue de poisons végétaux, donnait sans doute le seul rythme à ces journées vides de clients. Je sais, pour l'avoir souvent observé, à quel point l'inactivité prolongée agit sur Holmes comme un poison lent. Il devenait inquiet, silencieux, hanté de pensées circulaires. Lorsqu'un mystère ne se présentait, il en inventait un dans la fumée de sa pipe. Cette phase, selon toute vraisemblance, précède de peu l'apparition de la première coupure de presse qu'il consigna dans une enveloppe à part. Elle fut le point d'embrayage d'une suite d'événements qu'il ne soupçonnait pas encore, et que, pour ma part, je ne découvrirai que 20 ans plus tard, en lisant la maigre annotation « M.B. Origine trouble, à isoler ». Le Times du 14 mars 1884 contient, dans une colonne intérieure, un entrefilet que Holmes entoura 2 fois au crayon bleu. Il s'agit d'un de ces paragraphes fugitifs, noyés dans les nouvelles du port et les faits divers. Limehouse, un matelot retrouvé mort dans une pension du quai des Osiers. L'homme, récemment débarqué du Matilda Brinks, présentait une forte fièvre, des lésions nécrotiques étendues et une agitation nerveuse violente. L'autorité sanitaire s'est déclarée préoccupée. Ce texte court, Holmes le découpa à la lame et le glissa dans une enveloppe Kraft, elle-même insérée entre 2 feuilles vierges dans un registre à élastique. L'enveloppe portait la mention manuscrite M.B. Première occurrence. 2 jours plus tard, un second nom s'ajoute. Dans une note griffonnée au crayon, Holmes mentionne alors un état grave et préoccupant. Il écrit « Un autre matelot, même profil symptomatique. Les dates se rejoignent. Même navire, le Matilda Brinks. Un état critique. » Cette façon d'isoler, de dater, de noter sans conclure, je la reconnais entre toutes. Pour Holmes, ce type d'alerte minuscule pour les journaux, immense pour lui, constituait souvent le premier anneau d'une chaîne. Il n'y avait pas de hasard dans la coïncidence entre 2 hommes, un navire, et une maladie dont personne ne nommait la nature. Il avait d'ailleurs pour habitude de dire, je le cite de mémoire, « C'est toujours le petit fait que l'on croit sans suite qui détient la clé de l'ensemble. Il faut le couper du bruit, l'isoler, le nourrir. » Et il finit par parler. Dans ce cas, la voix du fait fut un navire marchand, portant un nom singulier, Matilda Brinks,
que Holmes avait déjà souligné dans d'autres circonstances, et qui, semble-t-il, éveilla en lui une intuition immédiate. Le 18 mars, en fin de matinée, un certain Reginald Morrison, négociant de Missing Lane, se présente sans rendez-vous au 221B Baker Street. Je n'étais pas là pour assister à la scène, mais Holmes, fidèle à ses habitudes, l'a consigné en détail dans l'un de ses carnets noirs, de la même main concise qu'il réservait aux faits bruts. Holmes décrivit Reginald Morrison avec sa concision habituelle. Un homme d'environ 42 ans, gantier gauche. L'usure sur la paume gauche en témoignait. Son teint trahissait une consommation régulière de thé sombre. Sa cravate, molle et nouée 2 fois, suggérait une nervosité mal contenue. Holmes nota aussi un stylo de facture hollandaise dépassant du gousset, indice d'un homme de bureau plus soucieux de précision que d'élégance. L'odeur de bergamote, enfin, enveloppait sa personne comme un rappel discret de ses activités commerciales. Le regard, quant à lui, oscillait entre la crainte et la franchise. Holmes en conclut à une sincérité probable, malgré une certaine fébrilité. Miss Hudson le fit entrer sans poser de questions. Le nom figurait parmi les correspondances commerciales les plus respectables de la City. Morrison fut reçu dans le salon à 10h40, où Holmes l'invita à s'asseoir, sans autre forme de cérémonie. Ce dernier, selon ses notes, se posta à son bureau, plume stylographique en main, comme s'il prenait déjà la déposition d'un témoin. Morrison se présenta avec brièveté. Il était co-directeur de Morrison & Dodd, une maison connue pour l'importation des thés orientaux raffinés. 3 de ses employés, affectés au service du cargo Matilda Brinks, étaient tombés malades à leur retour. L'un était mort dans une pension à Limehouse, les 2 autres étaient prostrés, délirants, alités sans pronostic clair. Et surtout, les autorités sanitaires avaient retrouvé sa trace dans les registres d'embarquement. « Je vous assure, monsieur Holmes, je ne comprends rien à ce qui se passe. » Il tira de sa mallette plusieurs documents, mais ne les ouvrit pas tout de suite. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il ne savait pas par où commencer. « Ce sont bien des hommes qui ont embarqué à bord du Matilda Brinks. Ils figurent sur nos listes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous n'avons rien à voir avec leur état actuel. Le manifeste est clair, les cargaisons sont connues, et le navire a accosté avec un Clean Bill of Health parfaitement en règle. » Il s'interrompit, serra les gants qu'il avait gardés dans sa main gauche, et ajouta avec un regard un peu fixe. « Pourtant, les autorités m'ont convoqué, et pour la première fois depuis la fondation de notre maison, je me sens impliqué dans quelque chose dont je ne connais même pas la nature. » Holmes ne répondit pas. Il griffonna 2 mots sur la marge d'un feuillet, puis, toujours sans le regarder, déclara simplement « Montrez-moi les documents, je vous prie. » Morrison sortit de sa mallette plusieurs pièces, qu'il posa avec soin sur la table basse. Holmes, selon ses notes, ne prononça pas un mot, se contentant d'observer la manière dont chaque document était manipulé. Il s'agissait de une copie complète du manifeste maritime du Matilda Brinks, le Clean Bill of Health délivré au port d'arrivée, un extrait du registre d'équipage rédigé à Batavia, et une feuille volante couverte d'une écriture plus irrégulière contenant les remarques du journal de bord pour les escales. Holmes consulta d'abord le manifeste, y vérifiant les points d'embarquement, les affectations et les nomenclatures de cargaison. Il s'attarda plus longuement sur le registre d'équipage, puis s'immobilisa sur une note marginale écrite à l'encre brune. Arrêt technique à quai, intervention locale. Ces mots, brefs, sans date précise ni signature, furent immédiatement cerclés au crayon par Holmes, qui ajouta de sa propre main « non consigné, écriture inconnue, pas dans les rapports officiels ». Morrison fronça les sourcils. « Cette annotation ne me dit rien, dit-il.
Elle ne figure pas dans les exemplaires que j'ai reçus. Et pourtant, elle est bien là, répondit Holmes, toujours penché sur la page. Ce n'est pas la main du capitaine, mais celle d'un subalterne sans doute. Vous ne l'avez jamais vue? Jamais. Holmes consulta à nouveau le manifeste. À votre connaissance, une escale a-t-elle été ordonnée pour un quelconque motif technique? Une avarie? Aucune information à ce sujet. Nous avons reçu le journal de bord complet après l'accostage, mais aucune mention d'un arrêt imprévu. Et personne dans votre maison ne suit les opérations à distance? Non, nous faisons confiance au capitaine pour signaler tout événement inhabituel. Ce qui n'a pas été le cas. Holmes reposa les documents, visiblement absorbé. Dans la marge de son carnet, il consigna une série d'observations, brèves mais suggestives. Les symptômes n'étaient apparus qu'après l'arrivée à terre. Une escale, non signalée dans les documents officiels, éveillait sa méfiance. Et une annotation marginale, trop vague pour être anodine, laissait entrevoir l'existence d'un point d'entrée non identifié. Chaque mot, dans l'esprit de Holmes, semblait pointer vers une faille volontairement dissimulée. Il relut les 3 noms surlignés dans le registre, les compara aux dates d'arrivée, au quartier où logeaient les hommes, et traça un mince trait entre les lignes. 3 hommes, même navire, même intervalle, même néant administratif. Holmes, d'après ce qu'indiquent ses notes, resta un moment penché sur les documents, le front légèrement incliné vers la droite, signe chez lui d'une concentration profonde. Il avait sorti l'un de ses feuillets vierges à en-tête, dont il se servait pour consigner les lignes directrices d'une affaire en gestation. Au sommet de la page, il inscrivit 3 hommes, un seul fil et un nom ancien, Matilda Brinks. Il interrogea Morrison d'un ton neutre. Vous n'avez jamais autorisé de chargement spécifique à Sumatra? Jamais, monsieur Holmes. Je ne savais même pas que ce navire avait touché terre là-bas. Votre compagnie accepte-t-elle parfois des cargaisons sensibles, des animaux par exemple, ou des denrées nécessitant une surveillance particulière? Non, notre activité se concentre sur le thé raffiné, et parfois du coton de transition, rien qui justifierait une escale imprévue, et encore moins un chargement clandestin. Holmes referma lentement le dossier, il reprit son feuillet, et écrivit à nouveau en lettres plus resserrées. Ce n'est pas la cargaison que Morrison a envoyée. C'est celle qu'il ignorait avoir embarquée. Il fit glisser un œil sur le registre. Le capitaine est encore à Londres? Oui. Il loge, je crois, à la pension des navigateurs, près du quai sud. Holmes acquiesça d'un geste bref. Il ne formula aucune conclusion. Mais le simple fait qu'il eût repris la plume et ordonné les papiers était déjà en soi une orientation. Lorsque Morrison quitta finalement Baker Street, Holmes resta debout un moment, sans bouger, les doigts joints sous le menton. Il n'écrivit rien pendant près d'un quart d'heure, selon l'horloge mentionnée dans ses notes. Le feu crépitait encore faiblement dans l'âtre, et le plateau à thé n'avait pas été touché. Puis, d'un geste sec, il rouvrit son carnet personnel et y consigna plusieurs observations alignées, sous forme d'énoncés. Ne rien transmettre au yard pour l'instant. Tracer les registres d'embarquement du Matilda Brinks. Croiser les cabines occupées avec les lieux de résidence à terre. Comparer les noms avec les escales réelles, y compris non déclarées. Repérer les retards à quai ou les opérations non consignées. Cibler toute livraison directe à quai sans transit portuaire. Il ajouta, en marge de manière tout aussi méthodique, un ajout clandestin à la cargaison, effectué au port, sans consignation officielle. Est-ce un animal? Une substance rare? Rien ne permettait de trancher. Mais il y eut, selon lui, un contact suspect au point d'entrée masqué. Puis, tout en bas de la page, de sa main la plus ferme, trop tôt pour conclure, mais il est déjà là, quelque part. Cette phrase, j'y suis revenu plusieurs fois. Elle figure dans 3 de ses carnets,
recopiée à l'identique, preuve qu'elle ouvrait pour lui une affaire complète, dont la structure s'annonçait déjà sinueuse. Elle marquait aussi, à sa manière, le retour de la pensée active, du mouvement d'analyse. Il reprenait possession de ses outils, carnet, plume, loupe, index de référence. Et pour qui, comme moi, connaît ces rituels intellectuels, cela voulait dire une chose simple. L'affaire avait commencé. Le lendemain de l'entretien avec Morrison, Holmes ajouta de sa main précise « Il est nécessaire de voir le capitaine, une dissonance flagrante dans les écritures des registres. L'escale doit être vérifiée. Trouver Crowley, un point clé de l'enquête. » Il se présenta dans l'après-midi à la pension des navigateurs, un bâtiment austère de briques sombres, proche des quais sud, où logeaient nombre de capitaines en transit. Le réceptionnaire, un ancien maître d'équipage devenu concierge, accepta de faire monter Holmes, après quelques phrases codées et la promesse d'une discrétion absolue. Le capitaine Josiah Payne, un homme court de cou, au regard lavé par le sel, l'accueillit sans chaleur, mais sans hostilité. L'entretien figure en style direct dans les feuillets de Holmes. « Monsieur Payne, vous avez noté dans votre journal un arrêt technique à Sumatra. Était-il prévu ? » ?»« Pas du tout. Une soupape bâbord nous a joué un vilain tour. Rien de critique, mais il fallait refixer l'échappement. Le port le plus proche était le comptoir de Padang. Est-ce qu'elle enregistrait ? Après coup, oui. À Batavia, j'ai régularisé. L'agent local a apposé sa marque. L'arrêt a duré 12 heures, pas plus. Holmes ne le contredit pas. Il ouvrit la note marginale, celle qui avait retenu son attention, et la montra. Cette annotation, ce n'est pas de votre main. Non. Probablement celle de Wilkins, mon second. Il avait la charge du pont durant l'intervention. Vous a-t-il fait mention d'un chargement quelconque ? Aucun. Je n'ai validé que les ballots de coton en transit pour Java. Rien d'autre, à ma connaissance. Holmes referma lentement le document. L'un de vos hommes manque-t-il à l'appel ? Un certain Crowley ? Le capitaine pinça les lèvres. Lui ? Oui. Mauvais sujet. Il n'a pas rejoint le port de destination, à ce que j'ai compris. Mais ce n'était pas une première. Il a déserté ? Disons qu'il avait l'habitude de se volatiliser. Je n'ai pas signalé cette fois, et franchement, avec ce qui se passe, il aurait mieux fait de rester disparu. Savez-vous où il logeait ? Quartier de Cable Street, côté est. Une chambre en soupente, chez une veuve. Wilkins l'y avait déposé, je crois. Holmes nota l'adresse et se leva. Il ne posa pas d'autres questions. Mais dans la marge de sa page suivante, il écrivit « Capitaine honnête ». Wilkins a interrogé. Crowley d'abord. Trop d'ombre dans une escale brève. Le quartier mentionné par le capitaine Payne s'étendait derrière le marché couvert de Cable Street. Un entrelac de ruelles à l'asphalte craqué, de hangars convertis et de pensions aux volets grinçants. Holmes s'y rendit en civil, selon ses notes, vêtu d'un manteau de laine grossière et d'un chapeau déformé par l'usage. Il portait une mallette, non pour convaincre, mais pour désarmer. La première étape fut un salon de barbier à demi vide, où il s'arrêta pour rafraîchir sa nuque et obtenir quelques noms. Le nom de Crowley ne provoqua aucune réaction, mais le nom de Wilkins, évoqué comme ami du disparu, orienta la conversation vers une maison au fond d'une impasse, appelée Davenport Row. La propriétaire, veuve d'un portefaix, reconnut immédiatement la description. Lui, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Arrivé il y a 2 semaines. Il a pris la chambre du haut, mais je vous dis, monsieur, il ne sort presque plus, et il sue, même sans fièvre. Se fait-il soigner ? Par qui ? Il a peur des médecins.
Et puis il se cache. Il m'a dit un mot, une fois, au sujet d'un rat. J'ai pas voulu comprendre. Selon Holmes, la porte de la chambre fut laissée entrebâillée. Il monta seul, d'un pas léger, et découvrit un réduit éclairé par une lucarne. James Crowley était allongé sous une couverture épaisse, haletant. Il présentait une cicatrice sombre à la cheville gauche, mal pansée. Il avait les yeux cernés, la respiration hachée, et dès qu'il vit Holmes, il tenta de se relever, puis se recroquevilla avec un gémissement. « Vous êtes avec eux » bredouilla-t-il. « Non, Crowley. Je suis ici pour comprendre ce que vous avez fait, et surtout, ce que vous avez laissé entrer. »« C'est pas moi. C'est Wilkins, lui, et Connor, c'est eux. Moi, j'ai juste aidé, mais je l'ai pas fait exprès. Il m'a sauté dessus. »« Le rat ?»« Pas un rat, monsieur. Une chose, grande comme un chien, je vous jure. Il est sorti de la caisse. On l'avait mal attaché, mais il est resté à bord. On l'a retrouvé juste avant de toucher le quai. » Il se tut, secoué par une quinte de toux douloureuse. D'après ses propres termes, Holmes reporta l'entretien dans son carnet de retour, sans besoin de transcription immédiate. La peur de Crowley, notait-il, n'était pas feinte. L'homme ne disposait ni de la ruse, ni du vernis intellectuel pour échafauder un mensonge aussi complexe. Mais, ce qu'il dit ensuite, suffit à orienter l'enquête. Ils ont dit que c'était une bête rare, que les gars de Padang paieraient 2 fois s'ils la livraient entière. Moi, je voulais juste rentrer, mais j'ai eu peur, qu'on me fasse du mal si je parlais, et puis, je savais pas qui mordait. Il fallut plus d'1 heure à Holmes pour obtenir de Crowley le récit entier. L'homme n'était pas réticent par malveillance, mais par peur animale, renforcée par la fièvre et la honte. À plusieurs reprises, il fit mine de se taire, de détourner la tête, ou de supplier Holmes de ne pas le dénoncer. « Vous comprenez pas, monsieur, ce que c'est d'avoir ces gens sur le dos, ceux de Limehouse, ceux des docks. Ils font pas de cadeaux. Et ce rat-là, il valait une fortune. » Holmes, selon ses notes, adopta une méthode douce. Il écouta sans commenter, ne le contredit jamais, et ne releva qu'un seul point, toujours le même. « Tu as peur, Crowley. Peur d'eux, mais surtout de ce qui t'est arrivé. » Et Crowley finit par parler. « Ils avaient reçu des ordres, à Batavia, 4 d'entre nous, Wilkins, Connor, le grand Jenkins et moi. On avait reçu chacun 2 livres d'avance, plus une promesse à l'arrivée. Fallait juste qu'on arrange une panne à bord, qu'on force une escale, et qu'on charge une caisse discrète, une grosse caisse renforcée. On savait pas trop ce qu'il y avait dedans. On disait que c'était une bête. Il fallait juste qu'on la nourrisse tout le trajet. Mais quand on l'a bougée, elle a grogné. Pas un chien, pas un singe non plus, quelque chose d'autre. Wilkins a dit que c'était un rat, mais pas un rat comme se décale. Un rat dressé, pour se battre. Il se tut, les lèvres tremblantes. « Il s'est échappé ?» demanda Holmes. « 2 jours avant l'arrivée, on avait mal arrimé la sangle, le clou s'est tordu, la caisse a glissé. Il est sorti dans la nuit, il nous a surpris. Il m'a mordu à la jambe. J'ai pas compris tout de suite. On a mis 3 heures à le retrouver dans la soute. Mais on l'a eu, il était là à l'accostage. On l'a sorti par l'arrière dans un tonneau. Personne n'a rien vu. Moi, j'ai dit que j'étais tombé sur un crochet, mais ça allait pas. J'ai commencé à trembler, la fièvre, et puis maintenant j'ose plus sortir. » Dans ses notes suivantes, Holmes liste 3 faits qu'il qualifie de cruciaux. Premièrement, le rat ne s'est pas échappé en mer. Il est demeuré à bord jusqu'à l'arrivée. Deuxièmement, il a bel et bien été livré, selon ce qui avait été prévu, à un destinataire londonien. Et enfin, Crowley, mordu, n'est rien d'autre qu'un pion égaré, témoin involontaire d'un trafic animalier clandestin.
Ce dernier ajouta encore, dans un souffle, le gars de Padang. Il avait dit que c'était un spécimen, qu'il y en aurait d'autres si ça marchait, que celui-là était... Comment il a dit? Un premier essai. Holmes referma son carnet. À ce stade, la direction de l'enquête était claire. Il ne s'agissait plus d'un accident portuaire, ni même d'un trafic isolé. C'était une expérience. Et Londres était son théâtre. Les notes de Holmes deviennent plus fragmentaires à ce stade, plus codées aussi. Les jours suivants sont résumés en quelques lignes, répartis dans 2 carnets distincts, dont l'un, intitulé simplement Souterrain Limehouse. Wiggins confirme l'existence d'un spécimen singulier, difficile à identifier. Ce n'est ni un chien, ni un singe, rapporte-t-il. L'animal aurait les oreilles partiellement arrachées. Il a été aperçu dans le quartier de Spitalfields. Une arène improvisée y aurait été construite, éclairée à la torchère, dotée d'une cage mobile. Le combat se paierait 3 shillings l'entrée. Il sollicita l'un de ses anciens protégés de Baker Street, Wiggins, ou l'un de ses successeurs, pour interroger les enfants errants, les porteurs, les vendeurs de tripes et les revendeurs d'os. Partout, les mêmes bribes. « Y a un monstre qui est pas d'ici, monsieur. Un genre de rat, mais gros comme 2 chats. On l'a vu ronger une patte de bulldog, comme une allumette. Je l'ai pas vu de près, mais ils disent qu'il comprend quand on l'appelle. Il entend. Il bondit que quand on siffle. C'est de la foire, je vous dis. Un truc pour les riches qu'aiment les bêtes méchantes. » Holmes nota les termes exacts employés. Il commença à cartographier les points de rumeur sur une carte du vieux East End, traçant un cercle de plus en plus resserré autour d'un même nom chuchoté, l'arène de Glaciard. Il se procura un billet d'entrée par l'intermédiaire d'un prête-nom, sous l'identité d'un parieur belge. Le billet était plié dans une enveloppe huileuse, sans inscription. La date y figurait simplement à l'encre bleue. Samedi, 22 heures, Glyn Street. Porte de fer, 3 coups, un silence. Dans son carnet, Holmes résuma. Ce n'est plus une cargaison, c'est une attraction. Et elle vit toujours. La reine de Glaciard n'était mentionnée dans aucun annuaire, aucun registre. Holmes nota qu'il s'agissait probablement d'une structure mobile, déplacée chaque semaine dans des caves ou entrepôts abandonnés à l'abri des regards. Celle du samedi en question occupait les fondations d'une distillerie ruinée, derrière Glyn Street. Il s'y rendit, vêtu d'un costume de laine brune, moustache postiche, accent bruxellois approximatif. Il avait troqué sa canne pour un bâton torsadé et portait des gants lustrés, comme en portaient les parieurs continentaux. Le lieu était sordide. Une cinquantaine de personnes s'agglutinaient dans une pièce circulaire, à peine éclairée par des lampes au gaz vacillantes. Le sol était de terre battue. 2 cages rouillées, montées sur des roulettes, avaient été disposées de part et d'autre d'un enclos grillagé. Des cris, des rires, des paris chuchotés. La plupart des visages étaient masqués par des foulards ou dissimulés dans les capuches. Le combat annoncé était exceptionnel. Le programme manuscrit, distribué à voix basse, ne portait qu'une phrase. Chien de combat, contre eux, le visiteur. Holmes observa d'abord le chien, un Staffordshire noir, musclé, au poitrail bandé. Il grognait d'impatience, dressé à mordre. Puis, la cage d'en face fut ouverte, et le visiteur entra. C'était, à tous égards visibles, un rat, mais plus grand qu'un chat, et plus lourd qu'un lièvre. Son poil était rugueux, marqué de cicatrices. Sa queue semblait renforcée par des nœuds de chair. Il marchait lentement, en silence, puis se figea. Aucun bruit, aucun grognement. Le chien aboya, le rat tourna la tête. Et lorsque le sifflet retentit, il bondit, non au hasard, mais à la gorge. La scène ne dura qu'une minute. Le chien ne gémit même pas. Holmes, comme il l'écrit, ne ressentit ni horreur ni fascination. Mais
une inquiétude. Ça n'était pas une bête sauvage. Dans une de ses dernières notes, plus sombre encore, Holmes écrit « Ce que je vis ne relevait pas de la cruauté brute d'un animal. C'était autre chose, une mécanique, une précision, celle d'un programme, comme dictée de l'extérieur. La foule s'éparpilla après le combat, certains applaudissant, d'autres quittant les lieux sans un mot. Un homme vomit contre le mur de Torchy. Holmes resta en retrait, simulant la satisfaction professionnelle du parieur averti. Il échangea 2 mots sur le favori suivant, puis s'approcha du cercle des initiés. Un vieil homme, à la barbe grise et au regard délavé, fumait une pipe courte, tout en rangeant des gants tachés de sang. Il semblait être un régisseur ou un soigneur de fortune. Holmes lui glissa quelques mots en flamand, puis reprit l'anglais avec un accent de Hollande. Première fois que je vois une bête pareille. Il vient d'où votre champion? Le vieil homme haussa les épaules. Celui-là, c'est qu'un essai, monsieur. Un premier tirage, pas fini, il est instable. Il tira sur sa pipe, puis ajouta en crachant par terre. L'original, il doit encore pousser à Batavia. Mais celui-là, on l'a eu pas cher. Fallait tester. Paraît qu'il y en a d'autres en partance. C'est le début d'un vrai programme, qu'ils disent. Holmes nota chaque mot, il n'ajouta rien. Il paya une tournée au vieil homme, salua poliment, et repartit sans se retourner. Dans le carnet, quelques lignes apparaissent à l'encre plus sombre. Ce n'est pas un rat, c'est un prototype, le fruit d'une hybridation ciblée, dressé pour tuer. Un monstre livré à titre d'essai pour un marché à venir. Et il est à Londres. La presse ne fit d'abord aucun lien, mais Holmes, lui, lisait toujours les entrefilés. Le Daily Chronicle du 3 avril 1884 signalait en 6e page Whitechapel, un homme de 27 ans, docker sans domicile fixe, a été découvert en état de délire fébrile dans une ruelle de Flower Ending Street. Des lésions noirâtres à la main, une fièvre oscillante et une raideur des membres ont conduit à son transfert immédiat à l'infirmerie du district. Les médecins évoquent une morsure infectée. Holmes l'entoura. 3 jours plus tard, un article plus court dans The Morning Advertiser indiquait qu'un autre homme, spectateur régulier de jeux souterrains, avait été hospitalisé avec des symptômes similaires, ganglions, tremblements, fièvre discontinue, plaies ulcérées à l'avant-bras. Même zone, même profil, pas d'animal en cause, pas de déclaration, pas de plainte. Holmes compara les dates avec celles des combats. Le second malade avait été vu, selon un indique, à la même soirée que celle du rat. Dans un feuillet ultérieur, Holmes résume sa pensée par une série de constats glaçants. Il y a trop de coïncidences. L'animal est un porteur sain. Il a été dressé, non domestiqué. Il transmet la maladie sans en souffrir lui-même. On sent, dans ces lignes, une inquiétude grandissante face à ce que cette créature représentait. Il consulta alors discrètement le docteur Hooper de Saint-Bartholomew, qui lui parla d'un cas rare de rabbit fever signalé autrefois chez des marins d'Asie. Une forme particulière, précisa-t-il, le spirillum minus. Plage nécrotique, fièvre en vague, période d'incubation retardée, peu de cas en Angleterre, mais dangereux si c'est non traité. Holmes, cette nuit-là, resta debout jusqu'à l'aube. Son carnet de cette date ne contient que 3 phrases, brèves et terribles. La créature est malade, elle mord, et Londres ignore qu'elle vit encore. Un commentaire, que j'imagine écrit tard dans la nuit, lorsque les implications dépassent l'effet brut. Holmes n'était pas un homme à alerter les services officiels à la légère. Mais lorsqu'une tierce victime fut découverte, cette fois à Limehouse même, un jeune palefrenier, atteint de convulsions et d'une nécrose rapide du mollet, il jugea que la ligne avait été franchie. Il fit parvenir un message codé à l'inspecteur Morton, du Yard, ainsi que Dr. Fullerton,
responsable adjoint du bureau sanitaire de Londres. Ce dernier, après examen d'un prélèvement, confirma la présence d'un bacille spiralé dans le sang de la victime. Le spirillum minus, répéta-t-il. De Sumatra, probablement. Vous dites que cela vient d'un rat? Pas d'un rat, répondit Holmes, d'un spécimen dressé, introduit clandestinement, et aujourd'hui en fuite, ou réintroduit dans une filière criminelle. Morton, peu impressionnable, se frotta les yeux. Vous prétendez qu'un animal de combat, porteur d'une maladie exotique, participe à des paris clandestins dans l'East End. Holmes ne répondit pas. Il tendit son carnet. À la lecture des notes, l'escale de Sumatra, le sabotage présumé, le manifeste maritime modifié, les confidences de Crowley et la phrase du vieux soigneur, Morton se renfrogna. Pourquoi venir maintenant? Parce que le quatrième homme est à l'agonie, que 2 autres sont morts, et qu'à ce rythme, il ne s'agira plus d'un trafic, mais d'une épidémie. Une opération discrète alors, très discrète. Si cette affaire fuit, vous aurez les journaux sur le pas de votre lit et les assureurs à vos trousses. Fullerton hocha la tête. La reine de Glaciard? Probablement déplacée depuis. J'ai besoin de 48 heures. Laissez-moi la localiser, je vous donnerai une date. Holmes quitta le yard à 6 heures du matin. Dans la marge de son carnet, une seule phrase. Cette fois, j'aurai besoin de mes espions de la brume. Les gamins de Wiggins, qu'Holmes appelait souvent ses espions de la brume, furent réactivés en silence. Il leur donna pour mission de flairer les rumeurs dans les tripots, les boucheries, les auberges de dockers, et jusque dans les fumoirs clandestins de la rive sud. Les mots-clés étaient simples. Combat, bête étrange, nouvelle arène, paris privé, porte de fer. Ils revinrent en grappes désordonnées, mais efficaces. Un gros combat, prévu pour samedi, monsieur Holmes. Quartier des Docklands, l'ancien entrepôt de Benton Sugar Warehouse, d'après Mickey. J'ai vu le bonhomme au gant noir qui distribue les tickets. C'est lui qui était à Glyn Street, j'en suis sûr. Ils disent que la bête revient. Le tueur au museau fendu, comme ils l'appellent maintenant. Je crois que c'est lui. Holmes fit recouper les témoignages, trianguler les noms, les lieux, les heures. La Prochainement. date se fixa. Mais ce que nous Samedi ignorions 19 encore, avril, ce soir-là, 22 heures. alors que Paris semblait suspendu, Il transmit c'est l'information que à l'auteur Morton. de cette macabre tragédie L'inspecteur n'avait pas confirma la encore livré préparation son d'une dernier opération acte. conjointe avec Une la brigade lettre manquait sanitaire. encore. Une scène Pas de restait panique à jouer. publique. Et Nous dans les coulisses interviendrons de une fois l'ombre, la cage ouverte. Holmes savait déjà serez que le sur place rideau allait se lever. Holmes La répondit par suite, une esquisse de dans la sourire. 3e et dernière partie du Théâtre des Dans la Ombres. dernière page de ce carnet, on trouve, rédigé à l'encre noire, une courte annotation. Le Matilda Brinks n'a pas livré une cargaison, il a livré une promesse. Et samedi, je serai dans l'ombre pour lui faire tenir parole. L'ancien entrepôt de Benton, sur la berge sud de Docklands, avait été muré 3 ans plus tôt. On y avait autrefois stocké du sucre et des soieries. Mais, le samedi 19 avril 1884, à la nuit tombée, l'endroit bruissait d'une activité nouvelle. Des silhouettes sombres passaient les unes après les autres par une porte latérale dissimulée sous un auvent. Aucun mot. Un hochement de tête. Une pièce glissée dans la main d'un portier, et le battant se refermait. Dans la salle principale, éclairée à la lanterne, une centaine d'hommes s'entassaient sur des gradins branlants, autour d'un cercle de sciure. Un marchand de billets passait entre les bancs, tandis qu'un individu trapu vérifiait les parois de la cage. Holmes était déjà sur place. Il s'était fondu dans la foule dès 20 heures. Son aspect, ce soir-là, casquette rapiécée, moustache fine, veste lustrée, le faisait passer pour un boutiquier venu voir la bête dont on parle à l'est de la Tamise. Un indicateur de Morton lui avait glissé une allumette bleue, le signal de confirmation. L'intervention aurait lieu au moment précis où la bête serait introduite dans l'arène. À 22h15,
le maître de cérémonie surgit. Il annonça une bête nouvelle, invaincue, dont le museau avait éventré un dogue napolitain. Les rires fusèrent, on cria des mises, on frappa des mains. 2 hommes tirèrent une lourde caisse sur roulette. Elle vibrait faiblement, comme agitée de l'intérieur. Puis il y eut un silence. Les verrous furent tournés, le bâton céda, la créature bondit dans la sciure. Un souffle parcourut la salle. C'est bien lui, le rat aux yeux de cuivre. Il tourna lentement, dressé à mi-hauteur, flairant l'air, une masse sombre, râpeuse, tavelée de cicatrices. On distinguait la couture de l'oreille gauche comme rapiécée à la main. Une tension malsaine envahit le cercle. Un molosse attaché en face grondait, prêt à être lâché. Et ce fut alors que la porte principale s'ouvrit avec fracas. Yard! Ne bougez plus! La panique fut immédiate. On sauta des gradins, on bouscula les cages. Mais l'équipe de Morton, appuyée par les hommes de la brigade sanitaire, bloqua toutes les issues. Le rat, pris de stupeur, tenta de bondir vers les escaliers, mais un filet tomba sur lui. 2 vétérinaires gantés le saisirent aussitôt et le firent glisser dans une caisse capitonnée, à demi anesthésié. Holmes, resté près du cercle, épousseta son manteau. Puis, il sortit une dernière fois son carnet et écrivit. La bête est sous clé, l'homme, je le crains, ne l'est pas. Le lendemain, dans un bureau annexe du Yard, un homme à l'accent douteux, surnommé le régisseur, fut interrogé. Il refusait d'abord de parler, puis, devant la promesse d'une réduction de peine et la vue du rat captif dans une cage, il flancha. « Ce n'est pas un rat ordinaire, dit-il, pas un animal de quai. » Holmes ne répondit pas. On l'a eu par un contact, un type revenu des Indes. Il y avait des concours là-bas. Pas comme ici. Là-bas, c'était des foires. Des expérimentations. L'idée, voyez, c'est de croiser les plus féroces, les plus solides. On prenait les pires, les vicieux, on les faisait s'affronter, et les survivants se reproduisaient. Holmes, les bras croisés, ne bougea pas d'un pouce. Ce rat-là, c'était un essai, un prototype. Le premier qu'on ait pu sortir sans qu'il morde tout sur le bateau. On a payé l'équipage. Ils l'ont fait passer comme une caisse de thé. Mais il s'est échappé, et ces imbéciles l'ont laissé mordre. On l'a récupéré, c'est tout. Holmes hocha la tête. Il nota, en lettres fines, « Ce n'est pas une bête, c'est une perspective. » Puis, dans un souffle presque prophétique, « L'industrie de la monstruosité. » À ce moment-là, il ne songeait plus seulement au rat, mais à ce que d'autres pourraient en tirer. Morton voulut savoir si cette information devait être transmise à la presse. Holmes s'y opposa avec une froideur qui glaça la salle. Un animal de combat, hybridé pour le jeu, infecté par une maladie exotique, et passé sous le nez des autorités. Ajoutez-y le nom d'un armateur innocent, un port libre de quarantaine, et des morts en chaîne. Vous aurez un scandale maritime, une panique sanitaire, et une théorie du complot en prime. Morton haussa les sourcils. Et alors? Holmes referma son carnet. Alors, cela restera un dossier scellé, et j'espère que personne ne songera à en créer un second. Ce n'est qu'en 1904, peu après le départ de Holmes pour sa retraite dans le Sussex, que je retrouvai la boîte. À l'intérieur, des feuillets disjoints, des coupures de presse, quelques carnets serrés d'une écriture sèche, et, roulé contre la paroi, le brouillon d'un témoignage mal orthographié, signé J. Crowley. C'est en recomposant ces fragments, et en les croisant avec le journal de Holmes, que je pus retracer l'affaire dans sa continuité, ce que je n'avais jamais su, et que Holmes n'avait jamais raconté. Parmi les dernières entrées, datées d'avril 1884,
figurait une note brève sur une ultime rencontre avec Morrison. L'homme est resté longtemps silencieux, debout, face à la cage désormais vide. Lorsque Holmes lui fit le récit complet, l'escale imprévue, la caisse clandestine, les morts, Morrison ne protesta pas. Il ne nia rien. Mais il comprit lentement. Alors, c'est cela, murmura-t-il, et cela a voyagé à bord de mon navire. Il a retiré ses gants avec une lenteur mesurée, les yeux toujours fixés sur l'espace vide qu'occupait autrefois le rat. Puis, d'une voix plus sourde, « Mieux vaut que cela ne sorte jamais des greniers de votre mémoire, monsieur Holmes. » Et Holmes, selon ses propres mots, ne dit rien. Je refermai la boîte en silence. Je me souvins alors d'une matinée de 1896, 12 ans plus tard, alors que nous venions de lire une lettre de ce même Morrison concernant une affaire plus domestique, celle du vampire du Sussex. Holmes, en reposant la lettre sur la cheminée, avait murmuré « Matilda Brinks n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire. » Je compris enfin ce qu'il voulait dire, et pourquoi il n'en dirait pas davantage. Holmes ne livra jamais les noms à la presse. Mais certains circuits portuaires furent coupés. Plusieurs cargaisons suspectes ne passèrent jamais les douanes, et nul autre rat ne vint troubler les gradins de la nuit. Il se peut que ce fût la main du Yard, ou celle, plus invisible encore, de Holmes lui-même. Si ce récit vous a touché, sachez qu'il est le fruit d'un travail patient et artisanal, non l'ouvrage d'un vaste studio. Chaque épisode des Récits oubliés de Watson naît de longues heures de recherche et de composition, menées dans le silence d'un bureau plutôt qu'au sein d'une machine industrielle. Il n'existerait pas sans celles et ceux qui, par leur soutien discret, entretiennent la flamme qui éclaire encore les marges jaunies de mes carnets. À ceux qui songeraient à rejoindre ce cercle bienveillant, je dirais seulement qu'ils y trouveront en retour quelques attentions choisies en signe de ma gratitude. Quant à mes soutiens d'hier et d'aujourd'hui, qu'ils reçoivent ici l'expression de ma reconnaissance la plus sincère.